Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, numéro 91, consacrée à un duo qui transforme en profondeur l'expérience client, la data et l'intelligence artificielle générative. L'expérience client entre dans une nouvelle dimension façonnée par la data et l'IA générative. Une révolution technologique qui remet le client au centre. On y parle d'automatisation sans altérer l'émotion, d'industrialisation sans sacrifier l'hyperpersonnalisation et bien entendu sans compromis sur la privacy. On y parle aussi de productivité sans perdre la créativité ni le sens, d'agents intelligents en complément de l'humain ou encore d'innovation décuplée aussi maîtrisée par l'humain. C'est dans ce nouvel équilibre que les marques doivent évoluer. Comment capitaliser sur la data et l'amplifier avec l'IA générative pour façonner de nouvelles expériences clients, créer de la valeur et bâtir une croissance durable. C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités que je vais vous présenter. Jessica Dent, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes directrice e-commerce, médias, performance et digital marketing de la maison de couture Patou, marque du groupe LVMH. À vos côtés, Stéphane Catherine. Bonjour. Vous êtes VP Audience, Médias et Channel du groupe Ubisoft, pionnier mondial du jeu vidéo, marque française. Bianca Roatis, bienvenue, bonjour. Vous êtes directrice expérience client, relations clients, digital et data du groupe Suez sur la branche recyclage et valorisation France, le groupe Suez qui est un leader mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Tout à fait. Et à ma droite, Luc Barneau, bienvenue, bonjour. Vous êtes Chief Data and AI Officer du groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France. Alors déjà, pour commencer, un premier tour de table, pour bien comprendre les enjeux des uns et des autres qui structurent vos stratégies data IA, et je vais démarrer avec vous, Jessica. La Maison Patou est une marque, je le disais, du groupe LVMH, une marque centenaire qui a été relancée en 2018, c'est ça, par le groupe. Elle se distingue par une stratégie omnicanale, axée sur l'exclusivité et la maîtrise aussi de l'expérience client, guidée par les datas. Les datas sont en effet au cœur des stratégies commerce, médias et digital marketing que vous gérez. À quels enjeux devez-vous répondre ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a celui déjà de créer un langage commun, parce qu'on se rend compte que la data, ça permet de parler à des créatifs, ça permet de parler à des équipes commerciales, ça permet de parler avec des équipes marché. Et donc nous, ça nous permet ensuite de centrer et de prendre nos décisions là-dessus. Et ensuite de pouvoir développer des collections qui sont très sensibles, évidemment, en signature et en lien avec la pensée et la portée du directeur artistique qui est Guillaume Henry, mais aussi d'avoir une résonance dans tous les points de vente, que ce soit sur le site, que ce soit en boutique. Donc ça permet vraiment d'avoir cette synergie et un écosystème avec des marqueurs très clairs qu'on va retrouver sur comment on définit Patou, mais comment les autres aussi définissent la marque et finalement se l'approprient. Donc voilà pourquoi on a besoin beaucoup de cette data. Qui va intervenir effectivement sur vos stratégies marketing, e-commerce, et on va en parler tout à l'heure. Exactement. Alors Stéphane, pour Ubisoft, groupe français qui fédère des millions de joueurs qui sont des joueurs engagés, des joueurs passionnés à travers le monde, mais aussi avec des usages et des comportements différents et en constante évolution. Quels sont aussi vos enjeux en matière de data et IA générative pour votre direction audience, channel et médias ? Alors les enjeux pour nous, c'est de soutenir l'activité marketing qui est structurée autour de 2 piliers. Le premier, c'est de lancer des jeux avec des plans marketing à grande échelle. Donc là, on va plutôt être sur des logiques d'acquisition ou de réacquisition. Par exemple, on vient de lancer Assassin's Creed Shadows et on sait qu'on fait revenir des joueurs qui sont fidèles à la marque. Donc là, on est sur la réacquisition. Et puis le deuxième, c'est d'opérer des jeux live. C'est des jeux qui sont lancés depuis longtemps et qui évoluent dans le temps à travers des nouveaux contenus payants ou gratuits, des mises à jour, des animations dans le jeu. Et donc là, on va plutôt être sur des logiques de rétention. Et on a un avantage, c'est qu'on s'adresse à des joueurs qui sont connectés à travers un compte Ubisoft. Donc on a une très bonne connaissance de qui ils sont et de comment ils consomment les expériences de jeu. On a 134 millions de joueurs actifs. Et donc toute cette connaissance du joueur, elle va nourrir nos stratégies CRM, own channels, à travers des logiques de personnalisation en essayant d'aller le plus possible vers du one-to-one. Et ça va nourrir aussi nos stratégies paid media. Et enfin, on a des joueurs qui sont connectés pas seulement à Ubisoft, mais qui sont connectés entre eux à travers les plateformes sociales. Ils échangent énormément, ils partagent leurs passions, ils partagent aussi leurs exigences, parce qu'ils peuvent être parfois très critiques.
Et donc c'est hyper important pour nous de collecter de la donnée sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils nous disent ou ce qu'ils se disent entre eux, pour qu'on soit capable de faire évoluer nos stratégies de contenu et nos stratégies de communication en fonction de leur retour. Et pour nous, c'est essentiel parce qu'on a un pilier stratégique qui est de mettre le joueur au cœur de notre stratégie. Et on développera aussi. Merci Stéphane. Bianca, alors Suez évolue dans un secteur industriel en pleine mutation, confronté à l'émergence, vous me disiez ça quand on a préparé l'entretien, à l'émergence de nouveaux acteurs 100% digitaux. Quelles sont aussi vos ambitions qui guident aujourd'hui votre stratégie data et IA au sein de la branche recyclage et valorisation? Oui, tout à fait. Nous opérons dans un marché très concurrentiel et en fort changement. Et également, les attentes des clients changent à une vitesse accélérée par les technologies. Et on va dire qu'on a principalement 3 enjeux. Le premier, c'est un enjeu très classique, on va dire, mais très, très important pour nous, la fidélisation des clients et le développement du chiffre d'affaires sur le portefeuille des clients existants. Donc la data est très centrale parce qu'elle nous permet de développer des stratégies de différenciation concurrentielle. Et la data couplée à l'expérience client sont vraiment critiques pour réussir. On a aussi un enjeu d'acquisition des nouveaux clients. Donc, bien sûr, fidéliser, mais aller chercher des nouveaux clients et également un enjeu de performance opérationnelle. Et au-delà de la data, du CX comme levier de différenciation, il y a aussi un sujet d'alignement de l'expérience client sur les standards dictés par le B2C, parce que nos clients B2B sont avant tout des clients B2C, et aller chercher de l'émotion, je le dis, même dans le B2B. Dans le B2B, oui. Même nos clients B2B attendent de l'émotion à travers leur parcours avec la marque. Donc c'est plus réservé au luxe, c'est plus réservé au secteur des loisirs. C'est des sujets qu'on peut accélérer grâce à la technologie, grâce à la data, à la personnalisation et aussi à l'IA. Alors le groupe BPCE, Luc, s'est doté d'une filière transversale. Cette filière, c'est digital et paiement. J'oublie, non, c'est comme ça qu'elle s'appelle, voilà, digital et paiement. Et la filière Data IA fait partie de ce pôle digital et paiement. Tout à fait, qui est donc transversale aux différentes marques du groupe. Je rappelle quelques marques pour illustrer. Banque Populaire, les caisses d'épargne, Natixis ou encore Onet. La filière fait la part belle aux data et à l'IA, bien entendu, au service des métiers, avec comme driver la qualité aussi de l'expérience client. Quels sont vos défis ? Alors effectivement, je suis en charge de la filière Data IA du groupe, mais évidemment, cette filière Data IA, elle est au service des enjeux du business. Et donc là, si on parle évidemment de la relation client, un des enjeux, alors j'ouvre un peu une porte ouverte, mais c'est de bien connaître les clients. Et quand il s'agit de bien connaître les clients, les données, ce n'est pas l'unique levier, mais les données sont un levier extrêmement puissant pour bien connaître les clients et mieux les servir. D'autant plus qu'avec l'explosion du digital, depuis maintenant de nombreuses années, le volume de données dont on dispose devient absolument gigantesque. Alors ensuite, tout l'enjeu, c'est une fois qu'on a recueilli ces données, de pouvoir les valoriser, les exploiter au service de cet enjeu de relation client. Alors dans une banque, on est assez sensibilisé à la valeur de la data. On parle des fois de patrimoine, puisque c'est vraiment un patrimoine qui a de la valeur. Mais évidemment, il y a quand même quelques aspects de gouvernance à mettre en place pour que ces données, qui sont généralement issues de systèmes d'information très divers dans l'entreprise, qui sont issues de la banque digitale ou de nos différents systèmes de production, puissent communiquer entre elles avec un dictionnaire, une taxonomie qui est commune. Puis une fois qu'on a posé ça, il ne faut vraiment pas raisonner expertise pour les experts. Une fois de plus, on s'inscrit toujours dans une logique business. Et je pense que l'exploitation de les données ne fait sens que si elle bénéficie aux utilisateurs, qu'ils soient nos équipes en charge de la relation client en interne dans l'entreprise ou à nos clients. Et c'est d'autant plus important pour les clients qu'ils nous donnent leur consentement pour qu'on traite les données. Et en face de ce consentement, il faut leur apporter un bénéfice d'usage. Donc ça, c'est effectivement un point qui est très important. Donc toute cette valorisation de la donnée qui va jusqu'à de l'IA, parce que quand on a des données extrêmement nombreuses à gérer, il faut aller recourir à des technologies ou des techniques statistiques évoluées qu'on appelle généralement machine learning ou IA. Mais évidemment, il ne nous aura pas échappé que depuis 2 ans, il y a un nouvel ovni dans le paysage, l'IA générative, auquel vous avez fait référence, et qui effectivement un peu bouscule les codes. Alors l'IA générative, elle ne fait pas table rase du passé, elle s'appuie sur les données et l'exploitation et
le travail qu'on fait sur les données à partir de l'IA prédictive, mais évidemment, elle bouleverse complètement la relation client. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre nouveau plan stratégique, on a fait de l'IA et des IA, et notamment de l'IA générative, un pilier important. Et on a décidé d'être très sélectif sur les domaines de transformation dans lesquels on a déployé l'IA générative en combinaison avec d'autres technologies. Et dans ces 5 domaines que nous avons choisis, 3 sont relatifs à la relation client. L'IA pour nos clients dans les applications mobiles, l'IA pour les métiers de la vente, pour les conseillers bancaires, et l'IA pour nos centres de relations clients spécialisés. Et c'est ce qu'on développera tout à l'heure. Tout à fait. Alors, nous sommes aujourd'hui à un moment charnière pour les marques. La data est là, l'IA aussi, plus puissante que jamais, avec des capacités, notamment pour l'IA générative, qui franchissent un nouveau cap. Comment alors les mobiliser efficacement? On va en parler justement, et je reviens vers vous, Stéphane. Vous avez une très bonne connaissance, vous le disiez en introduction, de vos 200 millions de joueurs. Oui, 134 millions de joueurs actifs. 134 millions de joueurs actifs, ok. Après, il y a les inactifs. Donc ça donne envie. Ça fait plus. Et vous continuez justement d'investir sur la data, l'IA et l'IA générative. Comment est-ce qu'elle transforme vos stratégies d'acquisition, de réacquisition, ce que vous disiez en introduction, acquisition, réacquisition, rétention, monétisation? Alors, il y a 3 impacts. Le premier, c'est notre capacité à écouter les joueurs. Et ça, c'est des choses qu'on a développées depuis plusieurs années, parce que écouter les joueurs, pour nous, c'est essentiel. Donc, on a investi dans des solutions de social listening, qui sont des standards sur le marché, qu'on maîtrise plutôt bien et sur lesquels on essaie de s'appuyer pour partager du reporting à toutes les équipes d'Ubisoft, équipe marketing, équipe vente, et surtout les équipes de production qui font les jeux de demain ou qui opèrent les jeux qui sont déjà sortis. Mais finalement, quand on fait du social listening, en fait, on n'écoute pas vraiment ce que disent les joueurs, ou on analyse ce qu'ils écrivent dans les commentaires sur les plateformes sociales. Et nous, ce qu'on a voulu faire récemment, c'est passer à l'étape d'après, qui est vraiment d'écouter ce que disent les joueurs, notamment quand ils produisent des contenus vidéo. Et là, on n'avait pas de solution existante sur le marché, donc on a travaillé sur un outil qu'on a fait nous-mêmes avec une agence, qui s'appuie sur une équation assez simple, c'est on utilise le transcript YouTube qui est mis à disposition par YouTube via son API, et on le couple à une solution d'intelligence artificielle, qui est là aussi une solution standard. Et cette solution d'intelligence artificielle, on lui a appris à comprendre le langage des joueurs, à analyser et surtout à nous faire un reporting qui est précis. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que nos équipes qui sont amenées aujourd'hui à analyser des centaines de contenus vidéo en multilingue de façon quotidienne et si possible, le plus vite possible, elles atteignaient une forme de saturation. Et c'est là que la GenAI nous permet en fait de faire ce reporting où on est passé d'un reporting qui se faisait auparavant en quelques heures, voire quelques jours, à quelques minutes. On analyse des centaines de vidéos en un seul batch. On le fait en multilingue. Et donc, on se concentre en fait sur l'analyse, le partage de l'information et sur l'étape d'après, qui est de faire évoluer nos stratégies en fonction du retour qu'on a des joueurs. Et vous avez un deuxième sujet autour du ciblage? Absolument. Donc, le ciblage avec la donnée qu'on collecte. Évidemment, on utilise l'IA et maintenant la Generative AI pour travailler ce ciblage. Donc en CRM, on n'a pas attendu en fait la Generative AI pour utiliser de l'IA. On a toujours travaillé des modèles sur de l'IA traditionnelle avec du machine learning. Et la Generative AI nous permet d'aller plus loin pour travailler ces modèles-là. En médias, en revanche, on a vu plus récemment arriver des technologies de Gen AI mises en place par les plateformes qui nous amènent à revoir un petit peu notre rôle et nos process dans la façon de monitorer nos campagnes. Parce que on doit appréhender en fait la relative autonomie que les algorithmes peuvent avoir dans la prise de décision. Par exemple, nous, on a des contenus qui sont très créatifs et qui, en tant que tels, sont divertissants dans nos campagnes médias. Et le biais, ce serait d'avoir des décisions qui soient prises par des IA basées juste sur des indicateurs de performance, type les vues, qui ne seraient pas forcément les meilleurs indicateurs parce qu'on n'est pas certain que la personne qui voit un contenu et qui l'apprécie soit la personne qui, in fine, va convertir sur la campagne. Et donc, c'est hyper important pour nous de nourrir les algorithmes d'intelligence artificielle avec les bons insights qui vont être pertinents par rapport à nos objectifs. Et donc ça, on peut le faire en amont, notamment en utilisant de la donnée first party, évidemment dans le plus strict respect des règles de gestion de données personnelles, pour nourrir les algorithmes, ce qui nous permet d'abord de retrouver nos joueurs et de les faire revenir à nous, et puis de travailler des logiques de lookalike pour trouver des joueurs qui sont appétents par rapport à nos contenus. Et puis ensuite, on peut le faire en aval, en essayant de nourrir les algorithmes avec des vrais indicateurs de performance.
ce qui est un challenge pour nous parce qu'on fait venir des joueurs d'un écosystème digital média vers des plateformes de distribution digitale et ensuite on les retrouve dans nos jeux. Et donc on essaye de faire la boucle arrière en utilisant notamment des technologies dites de Conversion API mises à disposition par les plateformes qui nous permettent justement de nourrir les algorithmes avec des vrais indicateurs de performance. Il y a un troisième impact sur les contenus, vous m'en aviez parlé, d'autant plus que quand on parle de ciblage, c'est aussi avec des contenus qu'on est pertinent. Absolument. En fait, l'IA, elle nous demande de faire plus de contenu et elle nous permet de le faire en même temps. Elle nous le demande parce que justement pour nourrir les algorithmes d'intelligence artificielle, particulièrement sur les campagnes médias, pour qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils soient capables de tester plusieurs contenus pour pouvoir apporter le bon message à la bonne audience. Donc il faut en produire plus. Et en même temps, elle nous permet, parce qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché qui permettent de travailler la création, avec un bémol, c'est que pour nous, la création, elle vient avant tout de nos équipes dans les studios de production qui sont à la racine, enfin qui sont à la source de la création. Donc on travaille plutôt sur la partie déclinaison, adaptation, localisation. Et notamment, notre objectif, c'est de faire en sorte que les localisations soient faites par des IA, avec toujours une relecture par des humains pour garantir la qualité. Et puis ensuite, l'IA nous permet aussi de travailler les contenus différemment en s'appuyant sur de la data. Donc on a jusqu'à présent des messages personnalisés qui sont envoyés à des joueurs très engagés dans des jeux compétitifs où on leur partage des statistiques, un petit peu comme Strava fait avec les coureurs ou Spotify avec son WAP annuel qu'ils envoient au mois de décembre. Nous, on fait ça toutes les semaines avec des joueurs, on leur envoie des statistiques, mais qui sont des données qui finalement sont assez froides. Et on a essayé en fait de transformer ces données en une histoire qu'on raconte toutes les semaines à nos joueurs, où on leur fait la synthèse de leur jeu, en leur disant ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont moins bien fait, comment ils peuvent s'améliorer. Et donc là, on a un prototype en ce moment qui transforme ces données statistiques en histoire. On voit que ça performe bien. On voit qu'il n'y a pas on a limité les risques d'hallucination. Et on est en train de déployer ça progressivement à plus grande échelle. Ça donne envie de se mettre à jouer. Oui. Parce que j'aimerais bien. Il faut beaucoup produire de la jouer, data. Je pense, voilà. En revanche. Merci Stéphane. Bianca, alors Suez, vous le disiez en introduction, fait face à une double pression, à la fois celle d'une concurrence qui est accrue, mais aussi celle de clients, vous le disiez, qui attendent une expérience client alignée sur les standards du B2C. En quoi la data et l'IA sont-elles devenues des leviers de fidélisation, de différenciation dans une industrie comme la vôtre ? Déjà, je pense que ça a été évoqué par Luc. La data nous permet de partager la connaissance client, donc de l'enrichir, donc à une vitesse qu'on n'avait pas auparavant, notamment grâce à l'IA. D'analyser des masses de verbatim importants. Et nous, on se concentre bien sûr sur tout le parcours du client, donc le comportement d'achat, les tonnages, la collecte, etc. Donc tout ce qui est le cœur métier, je ne vais pas aller dans les détails, mais moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les interactions, un peu comme chez Ubisoft, les verbatim, ce qui se dit, les émotions, les sentiments, les attentes. Et justement, la data nous permet de partager cette connaissance avec tous les collaborateurs qui sont en contact avec le client, direct ou indirect, et notamment avec les équipes aussi marketing digital, fidélisation, pour ensuite être plus pertinent dans la relation. Et ce qui est, nous, en tout cas, dans notre métier, ce qui est très important, c'est aussi, en lien avec la relation client, c'est de répondre à 100% des demandes clients et voir les anticiper. Donc, anticiper, être très proactif, parce que chacun de nos clients B2B a déjà un métier et la gestion des déchets n'est pas un sujet, on va dire, prioritaire dans leur liste des priorités. La data contribue aussi à renforcer l'engagement de nos clients vers la marque. Comme j'ai dit, on n'est pas sur une marque ou sur un produit, sur un service qui va créer tout de suite de l'émotion, de l'engagement. Donc la data nous permet de faire ça et aussi de créer de la proximité et renforcer la proximité avec nos clients. Et comment, notamment, elle nous permet de communiquer de façon plus pertinente, plus personnalisée et aussi omnicanal. La cohérence est très importante parce que nous, lorsqu'on s'adresse à un client B2B, on s'adresse finalement à 10 interlocuteurs différents mais qui représentent la même adresse et le même site chez le client. Donc la cohérence est très importante. La data, elle est aussi, elle nous permet d'améliorer le parcours client
Pourquoi? Parce que tout de suite, on va voir où est-ce que le client a rencontré des difficultés dans son parcours digital, par exemple, ou dans son parcours d'utilisation du service. Et justement, ces capacités d'analyse et le partage de la connaissance client permet de remonter des alertes en interne très rapidement et les partager pour agir. Et puis, je ne le dis pas assez souvent, mais la data, l'IA transforme, et la technologie en général a énormément transformé la relation client. Je pense que c'est un métier qui est extrêmement agile et résilient, parce qu'il y a toujours des transformations. Et nous, en 2024, on a créé un chatbot avec l'IA. Et maintenant, on est en train aussi de nourrir des cas d'usage sur l'application mobile avec l'IA. Donc, et toujours, l'objectif, c'est créer de l'engagement, créer de la proximité, créer des conseils personnalisés. Et pour finir, l'analyse de l'historique client nous permet aussi d'être plus pertinent dans les approches commerciales, que ce soit dans le upselling ou que ce soit dans l'acquisition des nouveaux clients. Et ça, pareil, c'est accéléré grâce à l'analyse, grâce au modèle qui existe et à la mise à disposition de la data. Parce que je suis en phase, la data ne fait pas les cas d'usage, ni la technologie. Il ne suffit pas, en fait, d'avoir la data, de la technologie. Il faut écrire l'histoire et s'intéresser aux attentes des clients. La data ne fait pas l'usage, tout à fait. Jessica, alors chez Patou, la data irrigue tout le funnel de l'acquisition jusqu'à la conversion, et l'IA permet d'affiner ces datas, de les amplifier. Comment aussi vous les activez pour engager vos prospects et vos clients sur tout cet écosystème omnicanal? Alors nous, en fait, on a plusieurs enjeux. On est quand même, nous, sur un marché, c'est hyper intéressant d'avoir justement toutes ces approches. Et tout à l'heure, on parlait d'un produit qui ne crée pas de l'émotion. Chez nous, c'est tout ce qu'on veut créer, c'est l'émotion. Parce qu'on est sur un marché qui est hyper compétitif, et nous on arrive avec une singularité, on arrive avec une signature, on arrive avec une intention, on arrive avec un storytelling, et on ne sait pas forcément comment le prendre. Est-ce qu'on doit prendre l'axe du luxe et être vraiment sur une approche assez binaire et macro de on vend du luxe, donc c'est un statement, c'est une façon de se présenter au monde et de s'habiller. On a aussi l'angle de l'éco-responsabilité. Comment est-ce qu'on approche? Est-ce que c'est antinomique sur une cible? Est-ce que le luxe et la sustainability peuvent cohabiter ensemble? Donc en fait, on arrive avec beaucoup de croyances, on arrive sur un marché qui est aussi compliqué aujourd'hui à appréhender parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de promotions. Donc nous, la data, et donc du coup pour reprendre la question sur tout ce funnel, aujourd'hui nous déjà on doit comprendre à qui on s'adresse, comment on s'adresse et comment est-ce qu'on doit adapter le discours selon du coup l'objectif in fine. On sait aussi que dans le luxe, le funnel de conversion, donc le tunnel de conversion peut être très long, surtout quand on a encore besoin de faire ce travail et cet effort sur toute l'awareness, donc d'éduquer sur qui on est, ce qu'on représente et ce qu'on a à proposer, donc du coup d'écrire la fameuse histoire dont vous parliez. Donc en fait, nous, c'est comme ça qu'on va utiliser la data et l'IA, c'est d'avoir une approche où on va tenter justement de se présenter au monde avec notre directeur artistique qui a créé cette histoire et on l'offre aux gens pour qu'ensuite ils puissent l'interpréter et se l'approprier, mais on va aussi essayer d'apporter cet angle sur la sustainability en expliquant qu'en achetant avec des tissus qui sont éco-responsables, on le fait durer dans le temps et en plus on participe à un projet à plus grande échelle. On va aussi créer de la réassurance sur des choses assez pragmatiques, mais sur le fait de pouvoir acheter, de pouvoir renvoyer facilement. On essaye vraiment d'aller indiquer que ce trafic peut être converti en boutique et donc aussi d'éduquer la force de vente. Donc on a toutes ces petites briques et ensuite il faut s'adresser à ces personnes sans créer de dissonance et finalement de confusion entre tous ces messages qui finalement certains sont plutôt empruntés à de la marketplace, d'autres sont plutôt intégrés à des marchés qui sont assez larges et généralistes et génériques. Donc nous c'est comme ça, donc on va essayer d'avoir un contenu donc sur les assets, donc vraiment sur la matière première qu'on va utiliser. Ça va être des contenus de défilé pour parler à une cible qui est très sensible à ces temps forts et justement à ce côté assez histoire. On va être sur un angle d'assets beaucoup plus produit et donc c'est là où nos shootings e-commerce on fait en sorte qu'ils soient vraiment très axés sur la silhouette et on va épurer au maximum, que ce soit dans la posture ou dans la façon que ce soit stylisé pour que les gens puissent se projeter assez facilement. Et ensuite, on va laisser l'IA décider un petit peu, selon les objectifs de awareness, de considération ou de conversion, pour affiner, pour trouver la bonne cible, le bon message et de comprendre une fois sur le site qu'est-ce qui a pris le mieux et comment ensuite on peut avoir tout cet écosystème. Donc ça, c'est sur la partie plutôt paid media acquisition.
On va avoir aussi une partie où on va essayer de nourrir une machine qui est plutôt newsletter, CRM, donc toujours en jouant justement sur ce côté produit, jouer sur le côté marque, créer de la rassurance, créer aussi des temps forts où on participe aussi de toute façon à un effet qui existe sans nous, des moments où on peut être dans de la promotion, mais avec aussi une cohérence plus que juste brader des produits qui ont une certaine valeur et en plus dont on est convaincu. Donc il faut aussi que le discours soit cohérent. Donc plus on a cette data, plus on peut l'analyser, plus on peut l'interpréter. Une fois qu'on réussit à créer cette conversion et donc du coup à convaincre, on analyse aussi a posteriori des ventes. Est-ce qu'on a un effet de 20-80, donc est-ce qu'on a des best-sellers et donc finalement est-ce que nos clients ont décidé pour nous les signatures de la maison? Est-ce qu'on a un taux de retour? Si on a un taux de retour, comment il s'explique? Est-ce qu'il a une approche marché? Est-ce que finalement dans le produit, on a des choses aussi à voir, à revoir ou à styliser? Donc c'est pour ça aussi qu'au début, je parlais de langage commun, pour que des équipes créatives puissent se développer finalement encore plus avec de la data, parce que de la même façon, on a l'impression que toutes les équipes ne peuvent pas cohabiter ensemble, alors que c'est aussi la force de Patou, qui est une petite maison, et même avec des ateliers en interne, on peut parler avec tout le monde quand on a de la data, parce qu'il y a un rayonnement, il y a une valorisation, mais il y a aussi des remises en question qui sont bonnes et saines pour tout le monde. Donc voilà comment on essaye d'intégrer cette IA sans dénaturer finalement la marque et l'essence de ce qui est créé au début de la création avec Guillaume Henry. C'est très clair, merci beaucoup. Alors Luc, 3 personnes effectivement métiers, vous avec une approche transversale au sein de la filière digitale et paiement du groupe BPCE. Et on voit bien en parallèle que le secteur bancaire se transforme, que les interactions et les parcours sont de plus en plus hybrides et complexes. Comment est-ce qu'aussi vous mobilisez la data et l'IA au service des métiers pour aligner expérience client et efficacité business dont vous parliez en introduction? Tout à fait. Alors on disait que l'IA ne fait pas l'usage, l'IA ne fait pas non plus la stratégie de la relation client. Mais l'IA et la data nourrissent cette stratégie et essayent de l'amplifier et de la sécuriser. Donc si on revient finalement, quelle est la stratégie de relation client du groupe BPCE? C'est de pouvoir, je dirais, permettre à nos clients de choisir le meilleur du digital ou le meilleur de la relation avec leur conseiller bancaire. Et pour nous, c'est vraiment important de poser ces éléments-là de choix et d'autonomie du client pour s'engager avec sa banque, avec le média, le canal qui lui correspond le mieux au moment où il le souhaite. Et donc finalement, la data et l'IA, on les mobilise au service de cette stratégie de la relation client. Alors, je vais prendre les différents axes. Le canal plutôt digital, donc l'IA évidemment et la data sont des très bons vecteurs pour simplifier et amplifier l'expérience digitale de nos clients. Alors, pour être un petit peu plus concret, on parlait tout à l'heure de chatbot ou d'assistant. C'est vrai que si on se projette quelques années en arrière, les chatbots qui répondaient de manière un peu automatique à des réponses toutes faites, ça n'a pas franchement fonctionné. L'IA générative permet complètement de réinventer cette logique d'assistance pour les utilisateurs finaux en composant à la volée une réponse qui est parfaitement adaptée au contexte et à la question posée au client. Donc ça, c'est une première déclinaison de l'IA générative dans notre application mobile pour finalement assister nos clients, lui simplifier son expérience digitale. Et comme on a un enjeu de mettre finalement toute la banque dans sa poche et dans l'application mobile, il y a des opérations très récurrentes pour les clients, sont très habitués, d'autres opérations moins récurrentes. Et cette assistance apportée par l'IA générative est extrêmement bénéfique. Mais l'IA générative, à mon sens, elle ne se limite pas à assister et à simplifier l'expérience digitale de nos clients, elle est aussi là pour l'amplifier. Je crois que Ubisoft en parlait très bien, mais finalement, comment on passe d'un grand patrimoine de données à un narratif que l'on peut faire aux clients, l'IA générative, c'est très bien faire ça. Et donc ça, c'est un enjeu de rendre finalement nos interfaces digitales plus conversationnelles, plus interactives, toujours en se nourrissant du patrimoine de données qu'on a recueilli pour évidemment éviter les hallucinations et avoir un narratif qui est très contextualisé à chacun de nos clients. Et donc, on veut effectivement aussi explorer l'IA comme finalement en capacité de fournir de nouveaux services à nos clients à travers l'application mobile, de rendre plus interactifs des services existants comme du coach de pouvoir d'achat ou d'autres types de conseils. Puis si on se projette un petit peu plus loin, l'IA dans ses développements, alors on parle beaucoup d'IA agentique, mais derrière le buzzword, où il y a des fois beaucoup de marketing derrière, l'idée c'est de voir finalement est-ce que l'IA pourrait demain gérer de manière un peu globale une transaction demandée, une opération demandée des clients et finalement un peu transformer la façon dont on interagit avec nos applications mobiles
d'une logique d'interstitiel avec des tâches, une approche plus globale apportée par l'IA générative et plus conversationnelle. Donc voilà, ça c'est sur la partie, je dirais, IA au service de notre stratégie digitale de la relation client. Et puis, évidemment, il y a tout l'IA au service de nos conseillers bancaires. C'est 35 000 conseillers dans les banques populaires et des caisses d'épargne. Et donc là, on réfléchit vraiment centré sur l'usage de ces conseillers bancaires. On regarde finalement tout leur cycle. Donc, je prépare mon entretien, je réalise mon entretien et je traite les informations issues de l'entretien post-entretien. Et donc, on pense que l'IA générative, en se nourrissant toujours des data et de la connaissance du groupe, peut accompagner et assister les conseillers bancaires sur toute cette phase. Donc, comment finalement on mobilise toutes les données de la connaissance client facilement en réalisant des synthèses pour aider le conseiller à préparer son entretien. Pendant l'entretien, et notamment quand le client appelle, comment l'IA générative peut mobiliser instantanément les données les plus fraîches que nous avons dans le système d'information pour proposer aux clients aux conseillers bancaires, des synthèses ou des rebonds en cas d'interrogation du client. Et puis comment l'IA, après l'entretien, permet de générer des résumés, de restructurer les informations issues de l'entretien, de faire des liens automatiques avec le CRM pour positionner des projets relance qui s'allumeront automatiquement au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Comment l'IA générative peut préparer des emails au service du conseiller pour qu'ils puissent faire un résumé de l'entretien à leurs clients. Donc voilà vraiment cette démarche très autour des processus où on regarde toute la chaîne de valeur et on voit étape par étape où est-ce que l'IA générative peut créer de la valeur d'usage, parce qu'une fois de plus, on est obsédé par la valeur d'usage et pas la technologie pour la technologie. Et l'IA intervient aussi sur, on le disait, sur la performance commerciale, sur les parcours de souscription, par exemple aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Alors déjà, l'IA permet effectivement de générer des opportunités de très grande qualité. Pour faire simple, il y a quelques années, on était très sur des opportunités liées à nos produits. Avec des temps forts produits, etc. Évidemment, toute cette approche reste tout à fait pertinente, mais les données de connaissance client qu'on évoquait tout à l'heure permettent aussi de compléter cette approche centrée produit sur une approche beaucoup plus centrée client et de repérer finalement des comportements clients, des moments de vie de nos clients, nos événements, que ce soit sur le marché professionnel ou le marché des particuliers, qui permettent d'engager le client dans un contexte très particulier avec le bon message. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Comment on mobilise la data finalement pour être extrêmement pertinent et fin dans la façon dont on engage le client, que ce soit à travers le conseiller ou à travers l'application bancaire. L'application bancaire est un formidable lieu d'engagement. On a aujourd'hui 13 millions de clients qui sont actifs sur nos espaces digitaux. C'est des milliards de visites par an qui sont réalisées. Et si on pousse dans l'application au bon endroit, le bon message au bon moment, c'est un formidable levier de développement du business. Et puis l'IA générative, c'est toujours le nouveau maillon de la chaîne. L'IA générative peut aussi assister les clients et les guider. C'est-à-dire, je suis dans un tunnel de souscription dans mon application mobile. J'ai des questions, j'éprouve une difficulté, je ne comprends pas quelque chose. Évidemment, le conseiller est là en support de cette démarche si le client le souhaite, mais avec l'IA générative, toujours dans cette logique de permettre au client de choisir le meilleur du digital et le meilleur de l'humain, l'IA générative peut proactivement dans l'application mobile prendre contact avec le client ou l'accompagner dans un moment pour essayer de répondre à une question qu'il pourrait avoir, essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les interrogations qu'il a dans une partie de ce tunnel de souscription et donc être aussi un facteur effectivement de meilleure conversion de la souscription dans les applications mobiles. Et puis, à travers le narratif qu'on a évoqué, elle peut aussi susciter, à travers ce narratif, des nouvelles opportunités aux clients. Donc, effectivement, pour nous, on a évidemment un enjeu d'efficacité et de faire de notre audience dans les applications mobiles un levier de développement de notre business au service de nos clients. Et l'IA générative est une bonne technologie pour justement être en soutien de cette logique de développer le business à travers nos espaces digitaux. C'est clair. Alors, dernier tour de table pour conclure, et je vais conclure avec vous déjà, Jessica, sur quels autres axes data et IA comptez-vous accélérer en 2025-2026 ? Je dirais déjà commencer à renforcer ce qu'on a déjà. Et puis, plutôt que de diversifier avec une multitude d'outils, aller voir dans les outils existants ce qu'on peut développer avec l'IA, avec les solutions qui sont quasi intégrées de façon native. Et finalement, il y a aussi cette façon de verbaliser et de créer un prompt sur ce dont on a besoin. Et je pense que ça aide beaucoup sur des outils, par exemple, de CRM, où on peut dire, est-ce que tu peux me créer un segment, une audience avec des utilisateurs actifs depuis 30 jours qui ont effectué telle ou telle action. Et en fait, je pense que cette IA, ça permet déjà de mieux verbaliser
ce dont on a besoin et ce dont on a envie, mieux tester, gagner du temps, de l'efficacité et finalement avoir des retours assez rapides. Donc déjà de formaliser ces demandes, de les rendre beaucoup plus pragmatiques, d'avoir vraiment quelque chose qui soit concis sur lequel on peut traiter ce résultat. Donc ça c'est une première partie, donc développer tous ces acquis qu'on est en train de tester et en faire une pratique et une practice et que ce soit finalement notre recette et notre signature. Il va y avoir ensuite, et ça c'est ce que je trouve hyper intéressant entre le B2B et le B2C, c'est que finalement le B2B veut créer une émotion, et ce qui est complètement légitime, et pour le B2C, qui par essence doit le faire, on doit aussi quelque part step back, reculer un peu, prendre un petit peu de recul et de distance et créer comme cet univers du B2B finalement une base, une matière première qui soit sans ambiguïté pour ensuite intégrer des informations et de l'ultra-personnalisation. Mais si on vient avec une approche beaucoup trop singulière, beaucoup d'émotions, d'émotivité dans tout et qu'on rajoute de l'IA, ça crée une espèce de confusion parce que le langage ne devient plus commun, en tout cas avec des repères très précis sur composition, retour, envoi, et que du coup, ça peut perturber un petit peu toutes ces informations. Donc nous, notre challenge, ça va être d'utiliser justement cette fameuse matière première qu'on essaye toujours d'upgrader, donc comme des shootings e-commerce, en se disant donc une silhouette, par exemple, qu'on veut unie, parce que c'est la façon la plus simple de se projeter. Notre cliente de demain aura peut-être une volonté ou une vocation de créer un mix and match, de s'approprier finalement avec nos pièces qu'on a présentées de façon assez sobre, une approche assez disruptive. Et donc c'est vraiment ce qu'on veut mettre en face et dans les mains de notre cliente pour qu'elle puisse justement s'approprier ces outils, que ça devienne ludique. Et pour nous c'est génialissime parce que plus de temps la cliente ou le client passe, plus la data s'amplifie, plus les events, donc les événements, on peut les compter, les comptabiliser, les quantifier, les qualifier. Donc on va mettre en place ces systèmes pour créer de la personnalisation dans les silhouettes qu'on estime qui sont la bonne pour nous. On a aussi donc un site qui est celui qui va servir de façon mondiale parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir ce business à grande échelle et de pouvoir livrer dans plusieurs pays. Mais une cliente française n'a pas les mêmes besoins, que ce soit de façon stylistique ou de pudeur, qu'une cliente japonaise, qu'une cliente américaine. On n'a pas la même météo, on n'a pas la même saisonnalité, on n'a pas les mêmes tendances assez rapides parce que finalement dans la mode, qu'on soit du luxe, qu'on soit du premium ou même en entrée de gamme, on est tous dans un écosystème où ça va très très vite et du coup il faut être agile. Et cette agilité, je pense qu'elle est permise grâce à l'IA quand justement ce sont sur des petits modules qui permettent à chacun et chacune de se les approprier, de les utiliser sans travestir une expérience ni une marque. Donc nous on va vraiment être sur cet objectif pour les prochains mois et les prochaines années, c'est donc déjà de, encore une fois, installer un petit peu plus la signature Patou pour que ce soit très clair dans les esprits de chacun. Et une fois qu'il n'y a plus de confusion sur qui on est, à qui on s'adresse, l'appropriation va passer par l'IA pour que chacun puisse créer finalement sa propre signature avec tout ça. C'est clair, merci. Merci. Stéphane, aussi sur les mois et 2026, qu'est-ce que la data IA va continuer de transformer ? Alors on a beaucoup de chantiers, je vais en faire le focus sur 3 d'entre eux. Le premier, c'est vraiment la chaîne de production de contenu, ce qu'on appelle la content supply chain. Donc comme beaucoup d'entreprises, on est confronté au défi de la création d'une abondance de contenu, parce qu'on a beaucoup de marques avec des offres complexes qu'on doit communiquer sur tous les canaux existants, dans tous les formats possibles et en multilingue. Et donc on est en train de remettre à plat en fait, toute notre content supply chain. Donc c'est un projet qui va au-delà de la data et l'IA, mais on sait que la data et l'IA peuvent nourrir cette content supply chain et nous permettre de trouver des optimisations. Le deuxième, c'est poursuivre les efforts en matière de connaissance de nos joueurs. Donc je parlais de l'écoute des content creators. On veut aller plus loin. Aujourd'hui, on le fait sur YouTube. Demain, on va le faire sur TikTok et sur Twitch. On veut aussi passer d'une logique où c'est nous qui allons chercher l'information aujourd'hui à, si possible, faire en sorte que l'information arrive à nous automatiquement en temps quasi réel, si c'est possible. Et enfin, essayer de comprendre les dynamiques d'influence qu'il peut y avoir entre les content creators entre eux, de content creators vers communauté de joueurs et journalistes, et in fine répondre à la question qui influence qui nous permettra d'orienter encore plus nos stratégies. Et le troisième axe, c'est vraiment sur l'aspect communication et faire en sorte que les joueurs aient la bonne information au bon moment. Aujourd'hui, ils utilisent des moteurs de recherche qui généralement sont des leviers de génération de trafic et qui nous amènent chez nous si on fait bien notre travail en termes de référencement. Mais on voit que les technologies d'IA sont aussi des leviers maintenant pour avoir accès à l'information, voire à des recommandations.
Et donc, il faut qu'on soit capable d'appréhender ça, de nourrir ces technologies d'IA générative pour faire en sorte que le joueur ait tout le temps la bonne information. Et donc, ça, pour nous, c'est un chantier qui ne fait que démarrer. Clairement. Alors, les opportunités, ces 2 illustrations offertes par l'IA générative ne cessent de s'élargir avec toujours et encore des nouveaux cas d'usage dans tous les secteurs. Je reviens vers vous, Bianca, pour Suez. Quelles sont les conditions d'une transformation durable et réellement porteuse de valeur ? Moi, j'ai identifié 4 que j'aime beaucoup et je cite la première condition pour moi, c'est la connaissance client. Je conseille et je crois beaucoup, il faut commencer par là, donc par la connaissance client. Écouter la voix des clients, soit la solliciter à travers les enquêtes, soit l'écouter parce que les clients s'expriment, on l'a vu sur les plateformes digitales, sur les plateformes qu'on maîtrise et parfois sur des YouTube où vous avez évoqué ça. Donc, commencer par la voix des clients, ne pas négliger la voix des prospects, parce que souvent on se concentre sur la voix des clients et on regarde les prospects, et bien sûr la voix également des collaborateurs qui sont en contact avec les clients, parce que cette connaissance va permettre de sélectionner les cas d'usage, prioriser les datas, se poser les bonnes questions et aller chercher du ROI. Et ça nous ramène aussi les pieds sur terre, on va dire, parce qu'on est là tous pour servir nos clients dans nos secteurs différents. Pour moi, le deuxième prérequis, bien évidemment, je le répète, il est tellement évident, mais c'est la qualité de la donnée. Pour moi, on ne peut même pas parler d'expérience digitale, qui est une vitrine finalement de tout ce qu'on fait. On ne peut même pas parler de parcours. Même pas parler de parcours personnalisé si la qualité de la data n'est pas là, si elle n'est pas cohérente, si elle n'est pas fluide et exhaustif. Pour nous, la troisième condition, et je l'ai vu, je le vois souvent et je le prends comme acquis, c'est l'alignement de bout en bout entre les métiers, même avec les besoins du client, mais aussi avec les équipes tech. Et parfois, on dit non, mais je l'ai expliqué une fois, on s'est mis d'accord, il y a la feuille de route, il y a les enjeux, il y a le KPI, on le suit. Non, il faut répéter, il faut engager, il faut créer de l'enthousiasme autour des enjeux, notamment avec les équipes tech. Et puis, pour moi, la quatrième condition, c'est la conduite de changement. Même si on pense, oui, le digital, il n'y a pas besoin de formation, il y a pas besoin, le parcours est fluide, mais il y a quand même besoin d'accompagner les clients, et peut-être pas de façon directe, mais parfois indirecte, soft, que ce soit les clients ou les collaborateurs en interne. Et bien évidemment, en fonction aussi de la maturité de l'entreprise, et sur certaines technologies, sur l'IA, on a encore beaucoup de choses à apprendre, donc c'est un aspect à ne pas négliger. Le mot de la fin, Luc, aussi les prérequis pour réussir ces transformations. Vous avez parlé en introduction déjà de sujets autour de la gouvernance, vous avez commencé à parler aussi de privacy. Je vais reprendre la partie privacy, parce qu'on a parlé beaucoup de connaissances de données, d'exploitation de ces données. Donc effectivement, pour moi, il y a un enjeu crucial, et la banque, évidemment, ça fait partie de son ADN, c'est la confiance de nos clients. Donc la confiance sur le fait qu'on gère proprement ces données, le fait qu'ils puissent toujours décider de quelles données sont utilisées et pour quelles finalités, à travers une politique de consentement extrêmement rigoureuse, et puis une notion aussi de transparence, c'est-à-dire que quand il interagit avec une IA, c'est extrêmement important de lui signifier très explicitement qu'il est en train de converser, entre guillemets, avec une IA. Donc pour moi, cet enjeu, effectivement, autour de la protection des données, autour de la transparence de l'utilisation de l'IA, est toujours raisonné au bénéfice du client et pas pour la technologie, c'est effectivement un premier prérequis qui est extrêmement important. Deuxième aussi sujet de sensibilité, c'est tous les enjeux autour de la transition climatique et des enjeux environnementaux. On a beaucoup parlé de la puissance de l'IA générative. En regard de cette puissance de l'IA générative, il y a de la consommation qui est réalisée. Donc je pense aussi qu'on a un enjeu collectif d'utiliser l'IA générative pour ce qu'elle sait bien faire et quand elle est utile, et pas comme l'alpha et l'oméga et la réponse magique à tous nos problèmes, sachant en plus que l'IA générative, comme toutes sortes d'IA, amène une approche statistique. On a parlé rapidement d'hallucination tout à l'heure, et donc c'est pas forcément la solution universelle à tous nos problèmes. Et il faut raisonner aussi sur la frugalité des modèles. On n'est pas tous obligés d'être absolument fascinés par le dernier modèle le plus puissant. Il faut être raisonnable dans les technologies que l'on met en place. Et puis, troisième sujet, je crois qu'on en a beaucoup parlé, l'IA est au service des métiers.
Et je pense qu'une des façons, effectivement, de bien réussir la transformation de l'IA, c'est totalement de l'assumer. Hein. Des fois, on dit c'est 30% de tech et d'IA et 70% de métier. Donc, il ne faut jamais oublier ça, mais c'est une formidable aventure humaine, puisque pour réussir cette transformation IA, on va mettre autour de la table des experts métiers, des experts RH, puisqu'il y a tout l'enjeu d'accompagnement des utilisateurs, d'impact sur les compétences, de formation, les expertises IT et puis les expertises data IA. Donc, c'est une formidable aventure humaine d'arriver à faire parler tous ces départements dans une direction au service, effectivement, de créer de la valeur et de la satisfaction pour nos clients et pour nos collaborateurs. Eh bien, on va suivre, effectivement, toutes ces transformations. Merci à vous 4 pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.